Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Indigo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Christophe Conceição, directeur pédagogique chez Maria Schools et Indigo. Et on va donc se laisser une toute petite minute pour laisser aux derniers participantes de nous rejoindre. Vous êtes 17 pour le moment connectés. Donc on se laisse une minute et à 32, on démarre. Et bienvenue à toi Claire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Et bienvenue à toutes et à tous. J'ai bien hâte qu'on discute ensemble de l'inclusivité pour savoir ce qu'il en est exactement à ce sujet. On va beaucoup en parler. Merci à toi Claire. On se laisse aller quelques secondes et on va démarrer. En attendant, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, vous avez un onglet chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je me chargerai de les lire et de les transmettre en live à Claire. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Allez, c'est parti. Il est 12h33. Je vous propose qu'on démarre. Vous êtes une petite vingtaine connectés. Encore une fois, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important, l'inclusivité. C'est le fameux S dans ESG qui est souvent mis au second plan, malheureusement, au détriment du E, les sujets environnementaux. Donc, on a avec nous une experte du sujet qui va se présenter dans quelques instants. Avant de donner la parole à Claire qui va se présenter et nous partager un peu de sa vision de l'inclusivité dans l'entreprise, je vous propose de dire un petit mot sur Indigo, qui a le plaisir d'organiser ce webinaire. Indigo, c'est l'école de la RSE du groupe Maria Schools. On a 3 écoles aujourd'hui et on intervient aussi auprès de collaborateurs d'entreprise. On a l'école Lyon sur les métiers de l'IA, on a l'école Maestro sur le Product Management. Et on a l'école Indigo qui a été créée en 2020 et qui s'intéresse à tous les sujets de transition écologique et sociale de l'entreprise. On a la chance d'avoir une centaine d'intervenants qui participent avec passion à ces formations que je vais vous présenter dans un instant et plusieurs centaines d'alumni qui ont déjà suivi l'un ou plusieurs de nos programmes qui sont également toujours disponibles pour répondre aux questions de personnes qui s'interrogent sur une potentielle transition dans les métiers de la RSE. Je vous le disais, l'école Indigo propose aujourd'hui 2 programmes pour votre information. On a un premier programme qui existe déjà depuis 2 ans maintenant, le Bootcamp RSE, qui est un bootcamp très complet de plus de 180 heures qui permet à des personnes qui aspirent à des postes dans le monde de la RSE de se former sur l'avant, pendant, après une stratégie RSE. Comment je réalise le bilan carbone de mon entreprise, comment je réalise un diagnostic aussi social de mon entreprise, comment je construis une feuille de route, un plan d'action, une stratégie RSE, comment j'embarque les parties prenantes. Donc, tout autant de thématiques qui sont indispensables lorsqu'on veut prétendre à ces métiers. On a 6 promotions par an pour pouvoir rejoindre le programme. La prochaine promotion est en mars, si ça vous intéresse. Et on a un second programme, un tout nouveau programme qui a été lancé il y a quelques semaines maintenant, qui est dédié à une directive qui va être familière, je pense, qui est la directive CSRD à l'échelle européenne, qui va contraindre beaucoup d'entreprises, aussi bien les grandes entreprises qui sont déjà contraintes par d'autres réglementations comme la DPEF et d'autres, que des PME, des ETI, à un reporting assez rigoureux qui va permettre d'harmoniser aussi les indicateurs, harmoniser les pratiques, les méthodes pour évaluer des projets de développement durable dans les entreprises. Donc, une directive dont il faut se familiariser, sur laquelle il faut se former lorsqu'on est sur des postes RSE, voire dans les grandes entreprises, sur des postes d'analyste ESG ou responsable du reporting extra-financier.
Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, sachez qu'il existe également ce programme au sein de l'école Indigo. Et pour terminer sur l'école, on a une pédagogie qui est très orientée sur l'action. C'est la raison pour laquelle on a uniquement des intervenants comme Claire et plein d'autres qui sont des praticiens, qui ont vu les sujets sur le terrain et qui vont pouvoir partager ce retour d'expérience et faire progresser les apprenants. Je vous ai mis ici également pour information le détail du programme RSE dont j'ai déjà un petit peu parlé. On a la chance d'avoir, je vous le disais, des dizaines, voire un peu plus d'une centaine d'intervenants très spécialistes de tout un tas de sujets dans le domaine de la RSE, du bilan carbone à l'inclusivité en passant par la biodiversité. Et pour information, la date de notre la prochaine promotion RSE démarre le 10 mars. Donc, avant de laisser la parole à Claire pour qu'elle puisse se présenter, ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit sondage pour savoir un petit peu plus qui vous êtes et la raison pour laquelle vous êtes connecté aujourd'hui. Donc, vous allez le voir apparaître dans un instant. C'est parti. Donc, la première question que je souhaitais vous poser, c'est est-ce que vous envisagez de vous former au métier de responsable RSE ? Ok, il me manque plus que quelques réponses. Ok, merci à toutes et tous. Deuxième question que je voulais vous poser, c'est si oui, comment vous envisagez de vous former au métier ? Encore quelques secondes. Parfait. Eh bien, merci à toutes et tous pour vos réponses et je vous propose qu'on continue avec toi, Claire. Déjà, à nouveau, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce matin, enfin, sur la pause déj plutôt, plus exactement. Première question très simple pour toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce qui t'amène sur ce sujet de l'inclusivité en entreprise ? Ok. Rebonjour à tout le monde. Donc moi, j'ai un parcours hyper atypique et je pense que vous allez comprendre grâce à ce parcours-là pourquoi est-ce que la question de l'inclusivité, en fait, elle était présente dès le début. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc je suis centralienne. Et en fait, au terme de ma formation d'ingénieur, je me suis rendu compte que j'aimais bien les process, j'aimais bien l'optimisation, j'aimais bien le fonctionnement des organisations, mais que étant en France et ayant été hyper spécialisée, en fait, il me manquait beaucoup de briques pour comprendre en fait les phénomènes sociaux. Parce que quand on fait une classe prépa scientifique, on fait des maths, de la physique, on est très performant là-dessus. Mais finalement, pour comprendre ce qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, plus de l'ordre des mécaniques sociales, en gros, tout ce qui concerne la sociologie, par exemple, on n'est pas du tout outillé. Et donc, j'ai pas fait tout de suite de la socio après mes études d'ingénieur parce que j'avais envie de faire l'école du Louvre, qui est une école d'histoire de l'art, parce que j'étais passionnée par ça et j'avais vraiment envie de compléter mon cursus avec en fait des éléments plus littéraires. Et au terme de l'école du Louvre, parce que j'aimais beaucoup étudier, j'ai fait l'école des hautes études en sciences sociales, où là vraiment je me suis formée à la sociologie et à l'histoire des sciences en société. Et en fait, au terme de ce parcours vraiment pluridisciplinaire, avec énormément d'interlocuteurs, énormément de milieux dans lesquels j'ai évolué,
je me suis rendu compte qu'on m'avait dit tout le temps dans mon parcours, oui, mais bon, un jour, il va falloir choisir, quoi. Il va falloir choisir entre les arts, les sciences, et que moi, j'y croyais jamais. Je me disais, mais il y a sûrement une possibilité de construire un parcours qui intègre tout ça. Et en fait, après toutes ces études, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, c'était de mettre en fait mon regard d'ingénieur au service des collectifs humains et au service des transformations des collectifs et au service aussi d'une meilleure prise en compte en fait de l'humain dans les collectifs. Pas seulement travailler sur les humains au collectif, mais tout ce qui permet en fait aux personnes de mieux travailler, d'être plus à l'aise, d'avoir une meilleure qualité de vie au travail et de se positionner en fait, parce qu'en tant qu'ingénieur, voilà, on voit les systèmes, on voit les entrées, les sorties, on voit comment optimiser les paramètres, mais on n'a pas forcément la finesse pour lire mieux les situations. Et le sujet, du coup, justement, que j'ai saisi en créant l'agence Pinacle, en co-créant avec le cofondateur l'agence Pinacle, c'est d'accompagner les personnes dans leur parcours professionnel avec des bilans de compétences. Donc voilà, ça a été mon premier engagement vers justement l'accompagnement. Et au terme de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un réel besoin et une réelle demande sur la diversité et l'inclusion, et que ces éléments-là me passionnaient. Premièrement parce que ils sont hyper larges, dans le sens où vous allez le voir aujourd'hui, il n'y a pas forcément de définition bien précise en fait de l'inclusivité en entreprise, d'où l'enjeu en fait de le présenter. Et que finalement, si on réfléchit au collectif, si on réfléchit au système et si on réfléchit à la façon d'améliorer les performances, eh bien, la prise en compte en fait de cette inclusivité. Alors voilà, je spoil la présentation. La prise en compte de cette inclusivité permet réellement d'améliorer les performances. Raison pour laquelle je me positionne là-dessus. Et aujourd'hui, j'interviens à plein de niveaux différents parce que vous allez le voir dans la présentation, en fait. En travaillant sur ces sujets, on peut adresser ça de plein de façons, que ce soit de la sensibilisation, que ce soit des réels coaching, des réelles actions de formation, ou carrément du conseil, en fait, du conseil pour organiser mieux les gouvernances. Donc, il y a vraiment plein de niveaux dans lesquels on peut intervenir. Et donc, moi, j'interviens à des endroits différents avec les interlocuteurs en m'adaptant à chaque fois aux besoins et en sélectionnant le type d'accompagnement qui va être le plus pertinent pour eux. Merci beaucoup, Claire. Alors, on va tout de suite plonger dans le cœur du sujet. On va, au sommaire de ce webinaire, adresser un peu ces deux enjeux, les avantages et les contraintes de l'inclusivité. Tu nous en diras un petit peu plus, Claire, dans une minute. Et on va structurer l'échange autour de trois grandes questions. La première, c'est évidemment, tu l'as mentionné à l'instant, Claire, qu'est-ce que l'inclusivité, si on se tente à une définition. On va ensuite s'intéresser aux liens qu'il peut y avoir ou pas entre l'inclusivité et la performance, qui évidemment est un sujet important dans le monde de l'entreprise. Et enfin, le troisième enjeu, on va s'intéresser à concrètement quelles actions mettre en œuvre, quels indicateurs déterminer pour suivre les progrès qu'on peut faire au sein d'une entreprise en matière d'inclusivité. Je vous rappelle que vous avez le chat, vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau, on les prendra avec Claire. Mais je me tourne tout de suite sur la première partie. Claire, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est exactement l'inclusivité ? Alors du coup, si tu permets, juste avant, je voulais proposer en fait aux personnes de participer pour un peu en mode popcorn, savoir d'où on part. Parce que l'inclusivité, c'est précisément avoir une idée de qui on s'adresse et de faire avec. Et donc, je ne me voyais pas trop faire une présentation sur l'inclusivité sans savoir exactement quelles sont les idées reçues, quelles sont les représentations sur l'inclusivité. C'est pour ça que j'ai fait la première slide avec les enjeux et où je voudrais inviter les participantes et les participants à donner un petit peu, très spontanément, quels sont selon eux les avantages de l'inclusivité en entreprise ou des contraintes quelles sont qu'ils ont rencontrées ou qu'ils imaginent, histoire de savoir depuis quel endroit on parle en fait. Alors, vous avez le chat pour répondre aux deux questions de Claire. N'hésitez pas, on va regarder un petit peu ce qui sort.
Alors, ça peut être aussi des questions, enfin, c'est en mode très libre. Ok, je vois qu'il y a déjà des contributions. Ouais. Donc, globalement, les avantages, le premier, diversité des profils et parcours, complémentarité, diversité des points de vue pour mieux innover. Alors, il y a une définition de l'inclusivité, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap, inclusion des personnes de genres différents, de cultures différentes, et ça apporte une richesse, donc on rejoint la diversité des points de vue. Une contrainte, ça demande des adaptations de poste. Le respect des personnalités individuelles, l'inclusion permet à chacun de se dévoiler, donc l'idée d'être peut-être plus entier dans le lieu de travail, et d'exceller collectivement et de performer grâce à la diversité. Bon. Évolution pro-handicap. Alors là, est-ce que du coup, c'est un avantage? Bon, j'imagine que, slash handicap, là, Audrey, si tu veux bien préciser ta pensée, ça m'intéresse parce que je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire que, par exemple, le handicap peut soutenir l'évolution pro ou être au contraire un frein à l'évolution pro? Alors, Olivier nous dit qu'il y a des avantages, une ouverture d'esprit, voilà, façon d'appréhender les choses différemment. Donc, ça rejoint l'idée de diversifier les points de vue. Inclusion aussi des seniors, c'est vrai. Parmi les personnes qui vont être concernées par l'inclusion, il y a aussi les questions d'âge. Julien nous dit qu'il y a des avantages, permettre à toutes et à tous de participer à la vie de l'entreprise, la complémentarité, donc faire société dans les sociétés, meilleure productivité au final. Richesse des expériences de Philippe et inconvénients, pas beaucoup. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Donc, c'est un inconvénient. Ok, pour Didier, ça permet de ne pas discriminer, ni à l'embauche, ni au quotidien. Donc, potentiellement, attirer des collaborateurs avec des bons profils, même s'il y a une différence. Inconvénient, coût de la prise en compte, animation de l'inclusivité. Laura nous dit ça, effectivement, il y a des adaptations qui sont nécessaires. Alors, Ségolène, quels sont les outils que l'on peut avoir pour aider les différents groupes de personnes à s'inclure sincèrement, à avoir du bénéfice? Donc là, Ségolène espère avoir des outils concrets. Alors, je vous en donnerai quelques-uns si vous le souhaitez. Là, ce qu'on fait déjà, rien que dans cette intro, c'est un des outils concrets. C'est faire un tour de table, donner la parole et vérifier où en sont les personnes. Audrey nous dit « Avantage de profiter d'un profil évolutif dans une entreprise, surfer sur ses connaissances et inclusivité des handicaps. » Émilie, inconvénient, composer avec des personnalités, bagages, cultures différentes, donc s'adapter, en fait. Ouais. Ok, et Philippe nous disait « Inconvénient, pas beaucoup. » D'accord, ok, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Ok. Ok, merci. Bon, donc en fait, on rejoint un petit peu les idées qu'on se fait un peu spontanément au sujet de l'inclusivité, c'est-à-dire oui, on va y gagner, mais ça va sûrement coûter quelque chose. D'où la question, la balance coût-bénéfice qui va se poser sur la performance. Alors, ok, donc je reprends le lead. Merci pour les interventions. Alors, je voulais commencer par peut-être une petite clarification. Donc, on peut retourner au slide si tu veux. C'est toi qui bouge les slides. OK. Donc, finalement, l'inclusivité, de quoi on parle? Alors là, c'est peut-être ma déformation professionnelle suite à mon parcours, mais c'est vrai que j'aime bien poser les mots précis pour être sûr qu'on a les mêmes définitions et sûr qu'on se comprend. Donc, en général, quand on parle d'inclusivité, parfois, on peut avoir tendance à confondre ça avec l'inclusion, l'égalité, l'intégration. Alors, pareil, je vais vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous pourriez me dire les différences que vous voyez entre ces termes? Et de façon assez synthétique, là. Donc, j'attends qu'il y ait quelques réponses, sinon j'enchaîne. Mais je pense que vous avez une idée des différences déjà. Ok, Manon nous dit égalité, ça veut dire donner la même chose à tout le monde. Ok. Inclusion,
c'est adapté en fonction des besoins. Ok. Et donc, j'imagine que Manon va nous donner sa proposition pour intégration. Que toute personne fasse partie de l'équipe et son droit de parole. Ok. Alors, Philippe nous dit inclusion égale équité et non égalité. Oui, alors je pense que vous avez bien saisi la différence entre tel qu'on le définit aujourd'hui, hein, bien sûr, et tel que c'est utilisé. En tout cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle plus d'inclusivité que d'égalité? C'est précisément pour se rappeler que, effectivement, la notion d'égalité, c'est un peu tout le monde au même niveau, tandis que la notion d'inclusion tient compte du fait que il y a des différences et que le même niveau n'est pas le niveau souhaitable pour tout le monde, en fait. Ok. Et intégration. Ok. Donc, Ségolène nous parle d'égalité, donner les mêmes chances à chacun. Ouais. En s'adaptant aux besoins que chacun. Alors, justement, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, effectivement, atteindre le même objectif, ça semble être un bon objectif. Mais si il y a une impossibilité d'atteindre le même objectif, ça ne devient plus du tout un bon objectif. Alors que l'inclusion, elle va s'intéresser à définir les objectifs en fonction des personnes, pour être sûr, en fait, de ne pas reproduire de discrimination, en fait, en mettant des objectifs qui sont inatteignables. Et Manon nous dit l'intégration, ça veut dire que tout le monde est intégré, mais pas forcément avec des adaptations de l'environnement. Oui, et aussi, alors justement, on va passer à la slide suivante qui, à mon sens, est hyper parlante. Donc, on le voit avec justement entre égalité, équité, inclusion. Donc, égalité, équité, inclusion, ça reprend justement des choses. Peut-être qu'on s'attarde un peu plus sur la notion d'intégration qui est intéressante. Donc, vous voyez, alors c'est peut-être en petit, mais l'intégration, finalement, elle peut être vue comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est le petit disque en bas à gauche. Où finalement, on va mettre des personnes avec leur singularité dans un groupe. On va les intégrer. Elles sont parmi le groupe. Mais est-ce qu'elles fonctionnent vraiment avec le groupe? Et ça, c'est pas sûr du tout. Donc, tandis que l'inclusion, si on regarde le petit schéma en bas à droite, voilà, c'est toutes les personnes qui appartiennent au groupe qui vont pouvoir avoir des interactions entre elles de façon équilibrée, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est important de se remémorer ces trois termes-là, parce que selon les collectifs, on voit que ce n'est pas les mêmes définitions qui sont appliquées quand on parle d'inclusivité. Et que parfois, on parle d'inclusivité alors qu'en fait, on est en train de faire de l'égalité. Et raison pour laquelle ça me semblait important de remettre à niveau, en fait, avec ce petit schéma-là, hyper clair en bas à droite, de tous les profils qui sont dans un disque, également répartis et qui circulent entre eux. OK. On peut passer au slide suivant. Et donc, je vous le disais un petit peu en introduction, finalement, maintenant qu'on a compris que l'inclusivité, c'était le fait de construire, en fait, un espace dans lequel les personnes vont pouvoir avoir la liberté et l'opportunité de déployer leur potentiel parce que les objectifs sont adaptés, en fait, aux personnes et qu'elles ne subissent pas de discrimination. Alors, on va voir sur la slide suivante une façon un peu plus spécifique de définir les choses. Peut-être qu'on passe à la slide suivante et qu'après, on parlera des 3 niveaux d'action. Donc, aujourd'hui, je vous l'annonçais en introduction, il y a une difficulté quand on parle d'inclusivité, c'est qu'il n'y a pas de loi précise qui concerne l'inclusivité. Alors, il y a des lois spécifiques sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, par exemple, il y a vraiment des spécificités selon les tailles des entreprises, donc on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un chiffre, ce n'est pas le chiffre parfait. Mais par exemple, pour des entreprises de plus de 20 salariés, c'est recommandé qu'il y ait 6% des salariés qui soient positionnés sur les questions de handicap. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'inclusion des personnes racisées, il n'y a pas forcément d'obligation légale.
En ce qui concerne l'inclusion des femmes, il y a une obligation légale qui va concerner l'inclusion des femmes, mais dans les hautes, en fait, dans les CODIR et dans les postes à responsabilité. La loi qui est concernée, elle s'appelle la loi Rixain. Et l'idée, c'est que en 2026, il faut qu'il y ait 25% de collaboratrices en fait qui soient dans des hauts postes, et en 2029, ça va être 30% normalement. Et si les entreprises en fait ne respectent pas cette loi, elles vont être soumises à des amendes. Voilà. Mais en ce qui concerne par exemple l'âge, donc ça a été un des facteurs qui a été présenté par une des personnes dans le chat. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet. Et pareil sur les questions LGBTQIA+, de toute façon, en France, on ne fonctionne pas avec des questionnaires sur l'orientation sexuelle des personnes, donc en fait, on ne peut même pas avoir de chiffres là-dessus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut être carré et si on veut avoir des indicateurs précis, d'une, c'est difficile et malgré tout, on peut en avoir. Et on parlera de ça dans la troisième partie parce que des indicateurs, parfois, sont contre-productifs. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais déjà pointer le fait que quand on parle d'inclusivité, en fait, on parle de beaucoup de choses potentielles et que selon les entreprises, il y a certains groupes en fait qui vont être plus inclus que d'autres. En fait, moi, j'aime bien la définition qui est que une entreprise inclusive, c'est une entreprise dans laquelle il y a le moins de discrimination possible. Discrimination qui est, alors, on ne va pas forcément parler des biais et de repartir là-dedans parce que c'est très long, mais en gros, pour le dire rapidement, pourquoi est-ce qu'on parle de discrimination en opposition à l'inclusivité? C'est assez rapide, c'est que en fait, qui dit inclusion dit inclure une personne qui n'appartient pas à un groupe principal. Or, le groupe principal fonctionne avec des biais qui vont notamment être des biais endogènes ou des biais d'autorité, qui vont faire que les personnes qui appartiennent à ce groupe vont vouloir reproduire le fonctionnement de ce groupe et estimer que les personnes qui ne sont pas appartenantes à ce groupe n'ont pas les mêmes qualités, en fait. Et donc voilà, d'où l'importance de déjouer ça et d'essayer de limiter le nombre de discriminations. Alors j'insiste sur un élément, c'est qu'en fait, désolé, il est impossible de ne pas discriminer. Enfin, dans le sens où, je vais être plus précise, on peut ne pas discriminer, ça c'est sûr, on peut faire attention, mais en tout cas, vous n'aurez jamais une absence de biais. On a toujours des biais parce que c'est ça qui nous permet en fait de prendre des décisions. C'est ça qui nous permet d'agir vite. Et c'est aussi comme ça en fait qu'on est câblé, quoi. Donc, il est impossible de se dire qu'on va être dans une inclusivité parfaite. Mais une entreprise qui, à mon sens, justement est inclusive, c'est une entreprise qui gère bien ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des discriminations ou des sujets là-dessus, elle les prend en charge. Elle les prend en charge en mettant en place des accompagnements et en montrant qu'il y a une vraie réflexion sur ces sujets. Et par contre, il y a aussi des entreprises en fait qui vont encore plus loin, notamment les entreprises adaptées, qui aujourd'hui recensent 55% de collaborateurs, collaboratrices en situation de handicap. Donc ça, c'est par exemple B-Bird, une entreprise donc, pour laquelle j'interviens et qui est spécialisée sur la sensibilisation au sujet des handicaps. Donc plein de types de handicap, handicap visible, handicap invisible, voilà. Et donc, est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir? Je ne sais pas si au niveau des questions, il y a des éléments. Dans tous les cas, voilà, sentez-vous vraiment invité à poser des questions dès que ça se présente. Et donc, je voulais vous synthétiser finalement quels sont les leviers. Y a-t-il des labels entreprises adaptées? Je réfléchis. Je ne sais pas exactement quelle est la dénomination pour cette entreprise adaptée. Je pense qu'il faut que je me renseigne. Et l'entreprise, c'est B-Bird.
Je vais la noter ici. Pour label, je me le note dans les questions. En tout cas, pour peut-être réagir à la question d'Émilie, il existe des statuts un peu spécifiques comme les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées. Mais là, Émilie parlait plus de labels qui viendraient au même titre qu'un label B Corp, par exemple, qui mesure aussi des indicateurs sociaux et qui existent là pour aussi faire le tri entre des entreprises qui engagent des pratiques vertueuses sur le plan social et aussi environnemental d'ailleurs, et d'autres qui ne les engagent pas. Ok. Faut que je vérifie à ce sujet de façon précise. Parce que là, moi, où j'interviens, du coup, c'est effectivement un peu moins sur la labellisation d'entreprise, ou c'est plutôt vraiment sur l'accompagnement et la mise en place d'actions concrètes, en fait, avec mesure d'efficacité, quoi. Alors, au niveau des actions, justement, si on est vraiment au sein de l'entreprise, moi, j'ai identifié, je voudrais vous partager vraiment 3 niveaux. Donc, ça peut se passer dans les statuts. Alors, je dis en même temps. Bon, il y a des gens qui contribuent, je pense que je vous laisse. Alors, au niveau vraiment des niveaux d'action, donc ça se passe par la sensibilisation des équipes, c'est-à-dire très concrètement, si on veut rendre une entreprise plus inclusive, on peut donner des informations sur les biais cognitifs, les discriminations, sur les groupes et sur les façons en fait de mieux animer aussi des collectifs. On peut appliquer des indicateurs, identifier les interlocuteurs. Donc, notamment, là où ça marche bien, c'est vraiment sur le handicap, en fait, parce qu'aujourd'hui, la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, elle est assez claire. Elle est bien prise en charge par les référents handicap. Et il n'y a aucune difficulté, en fait, à tenir des chiffres sur le sujet. Alors, aucune difficulté, je l'ai dit un peu rapidement. Mais en tout cas, il y a un enjeu à tenir des chiffres sur le sujet, puisque la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés va permettre des aménagements de poste et va permettre aux personnes qui sont en situation de handicap aussi de communiquer en fait avec leur employeur grâce à cette reconnaissance. Donc ça se fait avec la Maison des personnes handicapées, la MDPH. Et les entreprises, elles ont un intérêt aussi à donner ces informations aux équipes et aux collaborateurs, puisque aujourd'hui, on l'a vu, il y a une obligation en fait d'employer des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi des aides. C'est-à-dire que plus les entreprises, je pense que vous le savez, mais vont avoir des démarches d'intégration de personnes en situation de handicap, et plus elles vont pouvoir avoir des facilitations d'organisation. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la possibilité en fait de former les managers. Donc former, et là j'insiste, qui dit inclusivité dit nécessité en fait de parler des biais cognitifs, de comprendre les mécanismes de discrimination. En fait, les managers vont aussi pouvoir mettre en place et appliquer des indicateurs. Et selon moi, là où c'est le plus performant, c'est en fait quand ces indicateurs vont être adaptés à chaque entreprise. C'est pour ça que vraiment sur ce sujet d'inclusivité, c'est hyper difficile d'être générique, parce que le sujet même nous dit que pour dire les choses de façon pertinente, on va devoir prendre en compte la situation de chaque collectif. Et bien sûr, qui dit inclusivité dit aussi la stratégie, la gouvernance, donc transformer la gouvernance de l'entreprise, mettre en place des quotas, des process inclusifs, donc transformer au process de recrutement, au process d'évolution des collaborateurs, et puis transformer aussi la culture de l'entreprise, parce qu'on peut, et ça c'est des questions aussi sur lesquelles j'interviens beaucoup, on peut choisir en fait de mettre en place des indicateurs, mais si c'est pas soutenu par les managers, par les équipes, ces indicateurs ils vont continuer à être complètement creux en fait, et ça va pas réellement rendre l'entreprise inclusive. Et donc les modalités pour tout ça, ça peut être des conférences, des coachings individuels, des coachings d'équipe, d'organisation, des sensibilisations, et puis de l'audit et de l'accompagnement au changement. Alors, Georges demande, pensez-vous que les quotas vont permettre d'augmenter à la fois l'inclusivité et la performance? Alors,
moi, je vais garder cette question pour la fin, justement, parce que pour y répondre, on a besoin d'éléments que je n'ai pas encore présentés. Donc, je dirais oui et non. Voilà, dans le sens où on va voir. Je me le note pour y revenir. Alors voilà, on y vient. Finalement, l'inclusivité, bon, normalement, quand on dit, voilà, on va essayer de rendre les choses plus inclusives, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination, enfin, ça a l'air d'être un super programme, quoi. On est tous partants pour ça, a priori, essayer de faire en sorte que les gens soient contents et qu'ils soient tous bien traités et se sentent à l'aise. Mais finalement, est-ce que ça marche, quoi? Est-ce que au-delà de l'idée reçue qu'on a assez rapidement, est-ce qu'il y a des preuves? Eh bien oui, il y a des preuves. Donc on peut passer. Donc, alors pour les preuves, si vous voulez aller regarder les dossiers, ils sont trouvables. Il y a aussi pas mal d'informations vraiment disponibles. En tout cas, il y a 2 études qui sont vraiment intéressantes et qui ont fait date. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des études qui sont assez récentes. Donc celle-ci, elle date de 2020. Ça nous montre que le sujet est clairement d'actualité et ça fait écho en fait à des transformations des entreprises qui ont eu lieu depuis une vingtaine d'années, dans lesquelles on se rend compte que les collaborateurs en fait ont des exigences nouvelles et qu'il y a un réel désir et un réel besoin de prise en compte en fait d'enjeux sociaux, environnementaux, une nouvelle conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc le cabinet McKinsey et compagnie a publié un rapport. Bon, le titre est assez clair, hein, Diversity Wins, How Inclusion Matters. Donc oui, la diversité, c'est gagnant, l'inclusion, ça compte. Et alors, c'est intéressant parce que ces rapports-là, comme je vous l'ai précisé, parlent de diversité, mais analysent en fait à chaque fois un des facteurs de diversité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être complètement généralistes en disant voilà, donc au niveau de l'agisme, ça donne ça, au niveau de l'égalité femmes-hommes, ça donne ça, etc. Donc c'est pour ça que si vous voulez vous faire une idée sur le sujet, vous allez devoir vraiment creuser plein d'éléments différents pour adresser l'élément qui vous intéresse le plus. Et donc en tout cas, l'élément le plus saillant dans cette étude, et donc c'est que la diversité de genre dans les équipes de direction, donc la première quartile, c'est-à-dire que si on répartit finalement statistiquement toutes les entreprises, toutes les équipes de direction et qu'on voit comment se situe la diversité de genre, eh bien, pour les entreprises qui sont les 25% justement les plus diversifiées, eh bien, on observe que ces entreprises ont 25% d'être plus rentables que la moyenne. Donc en fait, là, il y a une corrélation évidente entre l'égalité de genre et la performance économique. Donc oui, qui dit performance dit notamment performance économique, donc là-dessus, c'est manifeste. Il y a une autre étude, donc on peut passer... Oui, et effectivement, donc ça c'est hyper intéressant pour revenir sur les questions de genre, parce qu'aujourd'hui, donc en France, il y a la loi RIXAIN, R-I-X-A-I-N, que je vous ai citée, et elle propose en fait de tenir compte de ça. Alors bien sûr, les entreprises vont être libres d'appliquer ça ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elles l'appliquent, elles ont 25% de chances d'être plus performantes. Alors, il y a une autre étude qui date de 2017. Donc, vous le voyez, pareil, il y a moins de 10 ans, en fait. Hein, c'est des sujets récents. The Business Case for Diversity and Inclusion. Donc, pareil, là, on se demande si concrètement, il y a un impact. Et donc, ce qu'adresse cette étude-là de Deloitte, c'est la question de l'innovation et la prise de décision. Donc, quand ils parlent d'équipes les plus diversifiées, donc ils analysent surtout les facteurs de genre, d'âge. Et en fait, ils identifient vraiment que l'innovation va être corrélée à la diversité. Et bon, globalement, meilleur taux d'innovation, meilleure prise de décision, ça génère assez logiquement une rentabilité. Et pour le coup, là, il y a 60% de chances de plus de voir la productivité augmenter.
Donc, c'est pas tout à fait, vous le voyez, les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes marqueurs non plus. En fait, on est sur des sujets où c'est possible de faire énormément de statistiques. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est effectivement que ça rejoint ce que vous disiez aussi en introduction sur les questions de changement de point de vue qui peuvent permettre une meilleure innovation. Au sujet de la prise de décision, c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant. C'est qu'en fait, pour moi, cette question de la prise de décision, elle est corrélée à l'intelligence collective. Et donc, ça, c'est un autre élément. Il y avait la question qui était quels sont les outils pour améliorer l'inclusivité en entreprise. Pour moi, l'intelligence collective, c'est un véritable levier et ça peut être soutenu par des actions de formation, des actions de sensibilisation et des accompagnements. On peut passer à la suite. Et donc, si on synthétise ce que nous donnent ces études, pour essayer de comprendre de façon un peu plus précise pourquoi la diversité a un réel impact sur la performance, pour commencer, et ça a été dit dans le chat pour commencer, ça permet d'avoir un vivier plus important et de capitaliser sur des talents divers. C'est-à-dire que si on envisage les personnes qui se sentent discriminées et qui n'ont pas envie de venir dans une entreprise, le fait de leur montrer qu'elles sont invitées, ça permet juste de pouvoir travailler avec plus de gens, quoi, de façon hyper concrète. Et moi, j'aime bien aussi avoir cette métaphore-là, finalement, quand on parle d'une personne en situation de handicap. Ça veut dire qu'elle a l'habitude de compenser énormément de choses. Et donc, que finalement, elle a une énergie qu'elle déploie pour fonctionner normalement, qui, si en fait l'entreprise comprend que on ne va pas lui demander d'être tout à fait au niveau des autres, mais qu'on va adapter ses objectifs, d'où la question de la différence entre l'égalité, l'équité et l'inclusion. Donc, si on demande à cette personne en situation de handicap d'atteindre des objectifs qui ont été spécifiés pour elle, eh bien, ça veut dire, et si on l'a aidé à faire des aménagements de poste, ça veut dire que toute l'énergie qu'elle déployait à être à un niveau qu'elle ne pouvait pas atteindre, maintenant, elle peut le mettre au service de l'atteinte de ses objectifs, en fait. Et donc, c'est un gage de performance. Donc, en fait, c'est se souvenir de ça, se souvenir qu'une personne qui, de base, n'appartient pas au groupe terre, elle est habituée à faire des efforts pour venir dans ce groupe. Donc, si elle n'a plus besoin de faire ces efforts-là, elle pourra mettre cette énergie au service d'autre chose. Donc, voilà, il y a vraiment ça très manifestement. Maintenant, qui dit des groupes plus diversifiés, dit aussi une meilleure intelligence collective avec des fonctionnements plus inclusifs et du coup une facilitation de la prise de décision, dans le sens où ça permet de déjouer en fait certains biais cognitifs dont j'ai un peu parlé sur par exemple la possibilité de créer un groupe dominant et de pouvoir considérer que les idées de ce groupe dominant vont être validées puisque le groupe a l'autorité. Ça, c'est un biais cognitif qui est bien étudié, c'est le biais d'autorité notamment. Et donc finalement, si on déjoue ça, ça veut dire encore une fois qu'on va pouvoir avoir des informations de plus de personnes, donc plus d'informations et du coup une meilleure qualité de la prise de décision. Et ça va aussi permettre d'augmenter l'innovation, développer des opportunités, s'adapter aux nouveaux marchés, enfin être agile en fait, être plus sensible et moins raisonner avec de l'habitude, avec des fonctionnements qui sont préconçus et qui sont un peu stéréotypés, mais au contraire de pouvoir étudier de façon plus complète et avec plus de regard les situations. Voilà. Donc ça rejoint aussi la diversité des points de vue, bien sûr. On peut passer à la suite. Alors maintenant, sur la mise en place des actions authentiques, durables et mesurables. Alors, que pouvons-nous faire? Que peut faire une entreprise? Alors là où, ma compétence à moi et ce avec quoi je viens pour ce webinaire, c'est justement de se dire, OK, on peut mesurer des KPI, on peut mesurer l'âge, le genre, la relation, la situation de handicap, le salaire. On peut mesurer l'accès au CODIR, au poste de manager. On peut mesurer des indicateurs d'embauche, d'évolution, des indicateurs de rémunération, d'égalité salariale.
On peut mesurer des facteurs justement qui vont permettre d'avoir une idée sur la qualité de vie au travail. On peut mesurer les actions de formation qui sont entreprises, les sensibilisations. Aujourd'hui, par exemple, il y a une obligation légale pour les entreprises, alors j'ai plus le chiffre, je ne sais plus si c'est tous les 5 ou 6 ans, mais de former en fait les salariés aux questions de handicap. On peut faire ça, on peut le mesurer. On peut se dire oui, super, on a fait plein de choses et l'entreprise vraiment elle donne tout, mais l'entreprise peut ne pas devenir inclusive pour autant. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que un marqueur ne suffit pas. Une mesure ne suffit pas. Il y a une raison toute simple pour laquelle une mesure ne suffit pas. Donc on peut passer à la suite. On peut mesurer la religion. Philippe est étonné. Il y a des pays dans lesquels c'est légal de demander voilà, la religion. Alors en France, non. Mais voilà. Et donc, effectivement, il y a un exemple que je trouve intéressant sur la limite des indicateurs, parce qu'on peut, on peut essayer vraiment de prendre un indicateur, le booster au max et se dire c'est bon, on va devenir une entreprise inclusive, donc en fait, on va atteindre une bonne performance, puisque si on est inclusif, on devient performant. Oui, mais est-on réellement inclusif si, en fait, on booste un seul indicateur? C'est une vraie question, ça. Et donc, il y a eu le cas d'étude avec le coworking féministe The Wing. Donc, leur idée, c'était de créer un espace vraiment féministe, vraiment inclusif. Le problème, c'est que y avait une posture féministe, mais il n'y avait pas d'intersectionnalité. C'est-à-dire que dans ce coworking-là, il y a eu des discriminations contre des femmes racisées, contre des femmes qui étaient LGBTQIA+. Alors, je prends à dessein un exemple féministe pour préciser et pour être... alors, c'est pas encore la loi de Goodhart. Donc, je prends à dessein cet exemple féministe pour dire que même avec les meilleures intentions, en fait, on n'est pas exempt de se planter et on n'est pas exempt de booster un facteur au détriment des autres. Et ici, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, cette posture féministe n'était pas complètement inclusive. Et en fait, rétrospectivement, donc la directrice de The Wing a reconnu en fait que l'objectif de croissance à court terme, il n'était pas compatible avec une réelle politique de diversité. Et c'est un élément important dont je n'ai pas encore parlé dans cette présentation, mais si on veut réellement parler d'inclusivité, il faut nécessairement parler du temps qu'on alloue à la transformation de son entreprise ou de son collectif. Ça ne se fait pas en un instant. Et il y a effectivement donc, la loi de Goodhart qui est intéressante, qui nous permet de comprendre, donc c'est le slide suivant, pourquoi est-ce qu'un indicateur en fait ne suffit pas. Donc la loi de Goodhart, elle s'exprime de façon assez synthétique, c'est-à-dire que quand une mesure devient un objectif, c'est plus du tout une bonne mesure. Et donc, Goodhart, c'était un économiste, et cette loi, elle a été modélisée en 1975. Et elle se comprend de façon, pareil, assez intuitive. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on mesure les personnes sur le nombre de clous qu'elles font, eh bien, on va recevoir énormément de clous. Si on mesure on peut en recevoir énormément, mais on peut aussi avoir différentes façons d'interpréter, en fait, cette mesure-là. Et donc, on se rend compte que, et c'est logique, finalement, si on permet à une personne un système de récompense-punition avec un seul paramètre, cette personne, elle va optimiser ce paramètre au détriment des autres. Et ça, c'est précisément contre-productif lorsqu'on parle d'inclusivité. D'où la difficulté, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, et ça, c'est mon côté ingénieur, et c'est nécessaire d'avoir des indicateurs pour savoir de quoi on parle. Est-ce que réellement l'inclusivité est un levier? Est-ce que réellement, là, on est en train d'améliorer l'inclusivité? Mais en même temps, se restreindre à des indicateurs est contre-productif. Donc, voilà, en tout cas, à des indicateurs quantitatifs. D'où la nécessité, parce que la loi de Goodhart, justement, elle parle d'indicateurs qui sont quantitatifs, c'est-à-dire qu'on peut chiffrer. Elle parle pas forcément d'indicateurs qualitatifs.
Et donc, moi, c'est pour ça. Je défends plutôt la mise en place aussi d'indicateurs qualitatifs avec un réel accompagnement de l'entreprise et une réelle, justement, comment je peux le dire, une réelle prise en compte. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que personne qui va aider les entreprises à devenir plus inclusives, moi, je dois inclure les entreprises, en fait, à mon fonctionnement. C'est-à-dire que selon les entreprises, ça ne sera pas les mêmes indicateurs, ça ne sera pas les mêmes dynamiques, ça ne sera pas les mêmes points qu'on va regarder. Donc, c'est pour ça que sur ces sujets-là, et c'est hyper intéressant, on est vraiment à l'intersection entre la loi, des labels, des choses qui vont être vraiment des process hyper entourés, hyper spécifiques, et en fait de la sensibilité, de la prise en compte d'éléments qui ne sont pas mesurables. Alors, c'est pas parce que c'est pas mesurable qu'on ne peut pas en tenir compte, et là, c'est hyper important de l'avoir en tête, mais en tout cas, ça demande des vraies compétences et une vraie compréhension des collectifs humains pour être pertinent là-dedans. Je pense que... Et donc, c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'inclusivité, en fait, elle est aussi liée à la culture d'entreprise, les RH, la RSE, et que c'est tout l'écosystème, en fait, qui va être impacté. Et je voulais finir en disant que souvenons-nous aussi qu'il n'est pas possible d'être parfait. Même si là, j'ai énoncé des exemples qui ne sont manifestement pas parfaits, dans tous les cas, même une entreprise hyper inclusive, elle va peut-être le faire au détriment d'autres éléments, en fait, parce que c'est nécessaire. On peut pas être sur tous les tableaux, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que récemment, je suis intervenue auprès d'une entreprise qui, pour le coup, est hyper inclusive sur des publics LGBT et aussi sur, en fait, je sais pas comment le formuler. Bon, surtout LGBT, mettons. Et par contre, il y a un problème d'égalité femmes-hommes. Et là, ils avaient un souci de financement, en fait, de la part de leurs financeurs qui considéraient qu'ils n'étaient pas dans les bons quotas. Et ils ont dû entreprendre des actions en ce sens. Donc, c'est là où moi, je suis intervenue. Donc, souvenons-nous que l'inclusivité, c'est un domaine qui est hyper dynamique et qui doit être considéré de façon systémique et aussi hyper agile, en fait, tout en ayant des indicateurs, malgré tout. Voilà. Non, c'est très intéressant ce que moi je retiens particulièrement cette dernière notion claire sur la limite des indicateurs, notamment quantitatifs, et donc cette fameuse loi que tu nous partageais, la limite des indicateurs quantitatifs quand on parle d'inclusivité et l'importance, et là ça fait appel à des méthodes bien définies entre je dirais, des études quantiques qu'on peut mener en entreprise pour pouvoir faire un diagnostic, mesurer l'efficacité d'action qu'on peut mettre en œuvre. Tu en as partagé certaines, mais effectivement, c'est probablement le premier piège dans lequel on doit éviter de tomber lorsqu'on accompagne, et j'imagine que tu en as vu pas mal d'exemples, mais lorsqu'on accompagne l'entreprise sur ces sujets, d'éviter un petit peu les réflexes de fixer des indicateurs très, très quanti, qui peuvent paraître très factuels et concrets sur ces sujets, puisqu'on peut au contraire avoir des effets de bord qui ne sont pas du tout souhaitables si on aspire vraiment à être une entreprise inclusive. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vois qu'il nous reste encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions pour Claire, c'est le moment. C'est le moment. Et j'en profite pendant que j'attends les questions pour quand même répondre à Georges, que j'avais laissé en suspens haletant. Pensez-vous que les quotas vont permettre d'augmenter à la fois l'inclusivité et la performance? Eh bien, moi, je pense, j'espère que oui. Parce qu'il y a une dynamique aujourd'hui quand même de création de quotas. Ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, sur les quotas carbone, c'est un vrai sujet, mais bon, peut-être que c'est ce que j'espère plus que ce que j'ai observé, mais c'est vrai que parmi les entreprises avec qui je travaille, j'ai l'impression que cette prise en compte-là, elle s'accompagne d'une réelle compréhension, en fait, des leviers de performance et de la chance que c'est de justement respecter ces quotas pour améliorer, en fait, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. En même temps, voilà, je peux pas m'empêcher de tempérer ça avec cette loi de Goodhart qui est forcément à prendre en compte, quoi.
Alors, on a Mais je pense que… Ouais, Ah oui, pardon. il y a d'autres Après, questions. je te laisse Ouais. continuer ta pensée, mais il y a 2 questions d'Émilie Ségolène. Ok. Et je pense que dans tous les cas, ces quotas, ça permet aussi de poser les choses sur la table. Et ça, bien accompagné, forcément, ça favorise l'inclusivité, en fait. Après, si c'est posé pour être mal accompagné, ça peut favoriser du repli sur soi, de la confrontation, de la fossilisation autour d'idées. Mais bien accompagné, non, c'est un levier. Est-ce que j'ai des idées pour sensibiliser les équipes ou partenaires sur ces sujets? Plein. plein. Si c'est sur du handicap, ça peut être utiliser de la réalité virtuelle. Bebird, notamment, que je citais, est super parce qu'ils ont créé des scénarios pour, par exemple, expérimenter le daltonisme, expérimenter les maladies chroniques avec des niveaux de fatigue pour comprendre, en fait, ce que ça génère pour des collaborateurs. Donc, se mettre à la place d'eux, en fait. Donc, il y a ça. Ça peut être des coachings de dirigeants qui, en fait, ont besoin de se positionner humainement sur ces questions pour ensuite faire que leur entreprise va changer sa gouvernance. Enfin, en fait, on est vraiment à l'interface entre plein d'échelles, individuelles, collectives. Il y a aussi les représentations qu'on a, parce que qui dit inclure, ça veut dire aussi accepter des violences passées qu'on a subies, en fait, et accepter de laisser passer ça pour inclure d'autres personnes. Ça va peut-être vous parler. Moi, il y a des choses qui m'ont frappé dans mon parcours, classe prépa, grande école. Il y a l'idée de se sacrifier, l'idée qu'il faut souffrir et qu'en souffrant, on va obtenir les fruits de cette souffrance. Mais ça, je crois que c'est très incompatible avec l'idée d'inclusion parce que ça invite les autres à devoir souffrir. Donc voilà, ça veut dire que si je vais sur un sujet un peu plus peut-être psychologique, il y a cette dimension-là, en fait, à mon sens, qui est conviée aussi, quoi. Quelles sont mes grosses difficultés? Je dirais que globalement, peut y avoir des freins. C'est-à-dire des personnes précisément qui estiment que non, faut se forcer, ou alors que non, mais ça va bien, en fait les femmes, c'est facile pour elles aussi, ou en fait, ce qu'on sent, c'est de la projection de violence. C'est-à-dire qu'on vient en disant, on pourrait faire ensemble, on pourrait faire en sorte que les gens se sentent bien. Et parfois, il y a des résistances qui, à mon sens, sont inclus dans des parcours, bien sûr, et se passent à l'échelle individuelle, mais aussi collective, où il y a eu l'idée, en fait, que l'entreprise devait être un lieu de sacrifice, quoi. Et peut-être que ça vous parle et que c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui aussi, c'est d'envisager les entreprises comme des lieux dans lesquels on va travailler à créer de la performance, créer de la valeur ajoutée, mais aussi pour les individus qui y sont, en fait. Merci beaucoup Claire pour ces dernières précisions. Il est 13h29, timing parfaitement respecté. Où est-ce qu'on peut te suivre, te trouver Claire? Est-ce que plutôt LinkedIn, par mail? Oui, je suis complètement sur LinkedIn, donc vous pouvez me trouver. Je suis aussi par mail, je peux mettre mon mail contact @ non, je vais donner parce que j'ai plusieurs. Je vais mettre le générique sur Gmail directement, ça me permet de. Parfait. Si vous voulez, si vous avez des questions claires, n'hésitez pas. Et figure-toi qu'en t'écoutant sur l'inclusion, je cherchais, ça me taraudait dans l'esprit, cette citation de Werner Myers qui parle de cette notion d'inclusion que j'adore, qui fait la distinction entre diversité et inclusion. En disant que la diversité, c'est d'être invité au bal et l'inclusion, c'est de se faire inviter à danser. Et j'avais entendu une fois un speaker sur ce sujet qui disait si vous voulez vraiment tendre vers l'inclusion, assurez-vous que tout le monde dans vos équipes danse. Donc voilà, je voulais apporter un peu cet élément complémentaire de définition, mais surtout te remercier, Claire, pour ton éclairage sur le sujet. On pourrait y passer, en vérité, il faudrait y passer des heures et des heures pour aller vraiment au bout du sujet. Mais merci de ton témoignage. Et maintenant, vous savez où suivre Claire pour suivre ses aventures. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et à très bientôt dans les webinaires.
Je peux ajouter un dernier élément parce qu'il y a eu justement une participation intéressante dans le chat sur le backlash RSE actuel voilà, qui se passe. Soyons certains que ce qu'on fait bien là où on le fait est positif. On ne peut pas avoir un impact sur tout. Donc, choisissons les endroits dans lesquels on peut créer de la richesse, on peut créer des environnements adaptés, on peut avoir cette intelligence-là. Et les autres font leur choix. C'est un excellent point. C'est vrai que quand on embarque sur des considérations RSE, des fois, on a un peu le sentiment qu'il faut être sur tous les fronts et des fois, de savoir ce sur quoi on veut prioriser, là où on peut avoir le plus d'impact avant de chercher à être parfait sur tout. Ça, c'est un peu le grand sujet dans la RSE. Merci beaucoup, Claire. Très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.